Guillaume Falardeau, le Viat légal. Mehdi Bakti, Desjardins. En effet. Comment ça va, les boys? Ça roule, mon gars? Ça va? Je suis content de vous voir. Aujourd'hui, on va avoir une discussion quand même technique pour éduquer, je pense, la majorité des SaaS founders, puis même le monde curieux à propos de la dette en SaaS, en tech en général, comme levier, comme produit financier. Je vais commencer avec toi, Mehdi. Si tu avais à me dire, mettons, les types de produits puis de dettes qui sont accessibles à, exemple, notre persona va être une founder SaaS là, qui est early quand même. Là. Ça ressemble à quoi ces produits? Je te dirais, ça va de... On parlait d'un range de standard à funky. OK. Puis si on va de standard à funky, le plus standard, ça va être d'aller leverager des prêts à terme plus traditionnels, fait que sur des actifs, fait que des prêts sur des crédits R&D. OK. Que la vaste majorité des entreprises tech ont. Par la suite, tu vas avoir des marges de crédit qui vont être adossées à des revenus récurrents. OK. Des revenus réoccurrents pour aller un petit peu plus funky. Puis ensuite, tu as de la venture debt, de la dette mézzanine, des trucs comme ça. OK. Puis, Guillaume, toi, c'est-tu une composante... J'imagine que tu vois tout le temps toutes sortes de dettes passer dans les deals que tu gères avec les Viat, right? Mm-hmm. Ouais, tu sais, je te dirais que pour des SaaS, ça va être assez standardisé. T'sais, on sait que la majorité du temps, on n'a pas beaucoup d'inventaire. Fait que, il n'y aura pas de financement d'inventaire. Il n'y aura pas beaucoup de... Ils vont des fois avoir des comptes recevables, des choses comme ça, mais ça ne va pas être, surtout seed stage, ça ne va pas être quelque chose de substantiel. Fait que, des questions qu'on se fait beaucoup poser par des fondateurs, c'est à quel moment ça vaut la peine de commencer à jaser ou de outreach à des banquiers pour voir s'ils sont capables de lever de la dette. Parce que quand on regarde le processus traditionnel, pre-seed, les gens ont souvent mettons, des règles de pouce là-dessus. Pre-seed, genre, c'est vraiment rare que tu as de la dette, autre que certains types qui sont quasiment plus quasiment des dons. Là. Fait que tu lèves beaucoup de l'équité. Quand tu es vraiment tôt, tu lèves beaucoup de l'équité. Ouais. Puis là, après, plus tu as de la récurrence au niveau de tes revenus, plus tu as de la prévisibilité au niveau de tes cash flows, plus ça vaut la peine de rentrer dans la dette. Ouais. On pourrait peut-être jaser un peu de ça, de voir c'est quoi qu'est-ce que tu fais dans ta pratique, c'est quoi les genres de dettes que tu vois le plus souvent, avec quel type de startup, juste pour essayer de débroussailler un petit peu le... Puis juste avant, si tu peux, j'ai même pas mentionné ça au top de l'épisode, mais genre, toi, ton rôle, genre la division, le département, juste qu'on cache vraiment le cadre dans lequel toi, t'as peur chez Desjardins. Donc, il y a une couple d'années, Desjardins était moyennement présent dans le milieu de la tech. Il y a une couple d'années, on a starté cette offensive-là d'avoir une équipe vraiment dédiée. On est assis à la fédération, donc on n'est pas dans le réseau des caisses, on est vraiment à la fédération, à la maison mère de Desjardins. Puis notre rôle, c'est vraiment de faire des financements pour des entreprises tech, soit du revenu récurrent, soit du revenu réoccurrent. Puis je suis un des founders de cette division-là, avec d'ailleurs un de tes anciens invités, M. Daniel Valois. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est un excellent épisode, ça. Voilà. Puis ça s'appelle, c'est-tu ce qu'on appelle communément Desjardins Tech, genre? Desjardins Tech et Innovation, financement Tech et Innovation. Ça ressemble à ça. OK, voilà. Cool. Puis là, pour rebondir sur ce que Guillaume m'a demandé, quel profil de compagnie en technologie tu vois le plus, mettons, toi, à partir de ce point de vue-là? On est weird. OK. Fait qu'on aime les choses weird. OK. Fait, ce qu'on voit le plus souvent, c'est sûr, c'est des revenus récurrents, puis des modèles purement SaaS, avec pas, comme tu mentionnais tantôt, là, pas d'inventaire, pas de très, très, très peu de AR quand tes clients sont gigantesques. Mais fait que ça, on en voit beaucoup. Mais quand je parlais de weird, un des trucs qu'on aime vraiment beaucoup faire, c'est des modèles des modèles basés sur la réoccurrence. Des modèles basés sur un modèle de financement complètement weird. C'est notre special power, c'est qu'on creuse vraiment beaucoup, puis on cherche à comprendre, puis on cherche à s'adapter. Fait que ça nous donne une petite niche additionnelle dans le weirder deal. OK. Puis je t'écouterais sur la différence entre récurrence, réoccurrence, et comment est-ce que vous segmentez ça à l'interne? Récurrence, tu as ton abonnement mensuel, ton abonnement annuel, tu reçois des revenus, tu reçois du cash, puis that's it, that's all. Après, je dirais, il y a peut-être un autre dans le milieu
que j'ai pas mentionné, tu aurais du hardware-enabled SaaS, où tu vas avoir ton revenu d'implantation des professional services, puis tout ça, plus les revenus récurrents. Puis ensuite, quand je parle de réoccurrence, ça peut être autant une business de e-com qui a un certain... de repeat business, là, qui n'est pas nécessairement business. Comme contractuel, mais que il y a des gens qui viennent 6 mois après mois. Là. Exact. Ouais. Ce qu'on a vu, il y a une couple d'années, il y a eu de plus en plus de business qui sont passés vers le pay-per-use aussi. Donc, des modèles pay-per-use, ça rentre dans le réoccurrent pour nous. Puis pourquoi on aime ça? C'est parce qu'on est des data geeks. Ça fait qu'on va creuser dans le data, on va trouver les tendances, on va trouver les trends, puis on va être capable d'underwriter là-dessus. On va être capable de se baser là-dessus pour trouver une certaine tendance historique de répétabilité. Puis, tu as aussi la portion purement transaction fees. Fait que des fintech. Des fintech qui chargent des montants, des business de réservation de resto, où c'est que tu charges à la réservation, des trucs comme ça. Fait que c'est ça qu'on qualifierait de réoccurrent. Où c'est que t'es pas 100% certain de ce que tu vas recevoir à tous les mois, mais tu es capable d'avoir une certaine idée en fonction du data historique. Ouais. C'est quand qu'une startup ou un SaaS commence à pouvoir aller cogner à ta porte, à toi, Mehdi, mettons. Genre, c'est pre-seed, seed, pre-product market fit. Faut-tu qu'il y ait eu un minimum de data financière ou de croissance historique pour que toi, tu puisses call in shot sur oui, je vais t'offrir un produit de dette, genre? Oui. On va parler un peu du couteau à deux tranchants de la dette éventuellement plus tard, mais c'est un couteau à deux tranchants pour les deux participants dans une relation de dette. Fait qu'autant pour le prêteur que pour l'emprunteur. Mais oui, il faut... Le but, c'est de mettre du fuel dans un moteur de croissance. C'est ça notre but. Faut pas que le moteur soit en train d'être construit encore. Exact. Il faut que tu aies une idée de ton... Il faut que tu aies une idée. Il faut que tu aies des bonnes hypothèses avec un peu de data points pour avoir un début de playbook. Tu peux pas... Tu ne veux pas et tu ne peux pas et tu ne dois pas t'endetter, avoir des remboursements prédéterminés quand tu n'as pas une certaine visibilité sur qu'est-ce qui va rentrer dans tes coffres. T'sais. Cool. Fait que ça veut dire qu'il y a des produits... dans le montage financier d'une entreprise, Guy, mettons, dans les plus early que tu vois le moins de dettes que dans les plus tôt. Right? Oui, exact. Parce que là, tu penses à ton capital stack, disons la pyramide de à quel moment les gens se font payer en cas de genre d'insolvabilité ou de liquidation. Ouais. Ta dette garantie est payée en premier, il y a plein d'exceptions, mais disons que la dette garantie est payée en premier. Fait que là, déjà là, tu pars avec la prémisse que la banque ne va pas te prêter plus d'argent que ce que ta business vaudrait si jamais est pour vendre. Puis évidemment, il y a toujours des exceptions, mais l'idée générale, c'est ça. Okay. Puis par la suite, comme Mehdi l'a dit, tu as des obligations de paiement récurrentes qui viennent avec la dette. Puis là, il y en a qui font, tu peux avoir des moratoires de paiement et tout ça, mais la règle de base, c'est que tu as quand même des paiements récurrents à faire. Fait que si tu es pré-revenu, pas de financement, évidemment, comme pas de banque qui va vouloir te prêter. C'est là que tu vas aller voir des fonds de capitaux de risque, par exemple, qui vont te donner une certaine liquidité avec laquelle jouer pour aller le trouver, un peu ton moteur de croissance, puis construire ton produit. C'est ça. Puis c'est pour ça que l'équité, lever de l'argent en équité, c'est la voie habituelle des startups parce que ça ne vient pas avec des obligations de paiement récurrentes, ça ne vient pas avec ces contraintes-là. Et donc, ça donne pas mal plus de lousse pour développer, trouver ton product market fit et tout ça, alors que la dette, ça vient avec des attaches. Oui, sauf que ça dilue exponentiellement les gens de lever du cash en fonction de l'équité que tu émets et tout ça, right? Oui, il y a effectivement une dilution, là, ouais, 100%. Fait que est-ce que la dette est vue comme un antidote à la dilution ou c'est juste un accélérateur de la croissance puis la dilution va arriver anyway, right? Genre, est-ce que c'est bien formulé ou tu veux que je le reformule? Non, ça fait du sens. Je pense que c'est un complément puis un bon stack. Complément. Oui, c'est un bon stack, c'est tu poses tes hypothèses et tu fais une première démonstration de tes hypothèses avec le cash de tes investisseurs.
Puis après ça, tu sais, le gauge dont je parlais tantôt de funky à standard, ben, plus tu es early, plus tu vas aller dans le funky, puis tu vas pouvoir essayer de te rendre au standard le plus possible par la suite. Le standard, c'est quoi là, pour un noob comme moi là, de la finance? OK. Fait que t'as le pur financement de tes crédits d'impôt, j'en ai parlé tantôt. C'est pas nécessairement de cette portion-là que je parlais, mais c'est un prêt à terme normal basé Qu'est-ce que ça veut dire un prêt à terme? C'est genre, un moment donné, ça finit, faut que tu l'aies remboursé? Ton hypothèque. Oui. Exact. Pas hypothèque. C'est drôle que tu penses que je suis un pauvre. Alors, excuse-moi. Ou que j'ai accès à la propriété. Un des deux. Non, c'est ça. C'est le parfait exemple. Ce que tu vas avoir typiquement dans des deals de dette, de prêt à terme traditionnel. Tu vas être dans une entreprise qui est rentable. J'ai eu beaucoup de débats là-dessus avec mon boss, c'est pour ça que je ris. Mais ça va être basé sur l'EBITDA. Fait que sur la rentabilité de l'entreprise, tu vas aller utiliser un multiple de cette rentabilité-là pour être capable de leverager la dette. Là, les boys, j'essaie d'identifier dans l'histoire de, mettons, de la founder là, qu'on utilise comme persona pour notre discussion, c'est où puis quand que la notion de dette rentre dans sa tête? C'est-tu genre son avocat chez Leviat qui dit « Hey, là, t'es en train de lever du financement, après, si tu veux accélérer ta croissance, considère la dette. » Ou c'est-tu ces investisseurs carrément qui vont dire « Hey, là, tu pourrais aller genre lever de la dette avec, mettons, Mehdi chez Desjardins. » Ou c'est l'équipe à Mehdi qui fait du outreach, genre, puis qui va dire « Hey, t'es rendu là, bravo, by the way, genre, nous, on peut te prêter du cash. » C'est comment que ça rentre dans la tête? Nous, notre base, c'est sûr que c'est souvent les investisseurs qui vont le présenter d'avance parce que pour eux, c'est un levier sur leur rendement. Si on reprend l'analogie du gaz dans le moteur, ben, c'est de dire, si tu as une machine à sous dans laquelle tu sais que tu mets $1 puis tu en ressors 4 au bout de 24 mois, ben, logiquement, ce que tu veux faire, c'est juste maximiser le nombre de dollars que tu mets dans la machine. Et donc, si tu as cette prévisibilité-là et justement, tu as ces cash flows-là prévisibles, ben, tes investisseurs n'ont pas de raison de vouloir se diluer plus avec d'autres investisseurs en équité. Ce qu'ils vont dire, c'est, ben, regarde, la machine est prévisible. On va mettre le plus d'argent possible dedans. On va aller chercher le plus de dettes possible qu'on est capable pour aller leverager, s'ajouter à notre financement en équité. Fait que vous, pour le outreach, je sais pas. à toi de dire. pas tant de outreach, mais j'aimerais ça ajouter un point là-dessus. Le point que j'aimerais ajouter, c'est juste que certains investisseurs vont avoir ce réflexe-là. Certains investisseurs qui pensent plus loin. Il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent absolument rien savoir de la dette. Mm-hmm. Qui vont tenir mordicus à ce qu'il n'y ait pas de dette dans leur business. Pourquoi? J'ai le goût de dire que c'est un manque de vision ou un manque de connaissances. Tu sais, OK, je veux pas nécessairement rentrer dans ça, mais il y a un genre de disconnect un peu. Il y a comme un deux solitudes de la dette puis de l'équité. Puis souvent, c'est comme... Exact. C'est souvent, même dans les mêmes institutions, il y a tu sais, les gens d'équité pensent que les gens de dette, c'est tous des idiots consommés qui n'ont aucune compréhension de quoi que ce soit. Puis les gens de dette pensent que les gens d'équité, c'est des illuminés qui vivent d'espoir et d'eau fraîche. C'est un bon point. Je pourrais ajouter une nuance un peu qui serait peut-être intéressante, c'est de dire que un des messages qu'on entend souvent de notre côté quand on parle des investisseurs, c'est de dire, ben, la dette, étant donné que ça t'ajoute justement cette récurrence-là, ces obligations récurrentes-là, t'ajoute de la fragilité dans ton modèle d'affaires. Donc, évidemment, si, je sais pas, la COVID arrive, tu avais des revenus récurrents vraiment prévisibles, la COVID arrive, tu dois faire un pivot 180 degrés parce que tes revenus sont tombés à zéro. Ta dette, elle pivote pas. C'est ça, exact. Fait que c'est une obligation fixe, alors que tu n'aurais pas ce problème-là avec tes investisseurs. Évidemment, tu vas avoir d'autres problèmes avec tes investisseurs à cause du rendement et tout ça, mais ça t'ajoute, ou du moins, c'est ça, la dette va t'ajouter une fragilité. Donc, évidemment, c'est pour ça que tu veux pas
y aller juste les yeux fermés. Évidemment, aussi, la banque de son côté ne va pas te prêter de l'argent les yeux fermés non plus. Ben, on peut peut-être bouncer là-dessus, tu vois-tu? Allons-y, Parce que vous m'avez comme, quand on se briefait, vous m'avez, de façon vulgaire, expliqué un peu le concept de underwriting, c'était quoi? Parce que toi, me dit, tu peux pas, même s'il y a un beau ou une belle founder qui arrive et qui te fait des beaux yeux, tu peux pas juste prêter de l'argent à n'importe qui. Tu as une responsabilité, je sais pas si c'est fiduciaire ou légal ou whatever. Tu représentes un gros crise d'institution qui est déjà bien. Tu peux pas juste faire des chèques à n'importe qui. Fait que, comment tu fais pour gager ton risque, mettons, avant de prêter à un founder SaaS, mettons? Basé sur les beaux yeux, non. Basé sur un beau nez. Ok, c'est un gars de nez. Oui. Oui, OK. La façon qu'on va... Oui, il y a des obligations réglementaires de reporting et il faut qu'il y ait une rationnelle qui soit documentée quelque part, qui justifie pourquoi on prend cette décision-là. Ouais. Puis, ce papier-là, cette information-là, c'est un peu le résultat de notre underwriting. OK. Puis, ce que ça veut dire, en gros, c'est d'aller faire une diligence raisonnable sur l'entreprise, d'aller documenter ce qu'on voit de bon, ce qu'on voit de plus risqué, aller chercher des éléments de mitigation de ces risques-là. Voir les opportunités, voir les investisseurs, combien solides ils sont, voir les unit economics, de quoi ça a l'air. Fait que c'est un peu ça le process. Puis en fonction de notre analyse du risque, de notre appréciation du risque qu'on perçoit dans cette entreprise-là, mais on va calibrer nos termes et conditions en fonction d'avoir un retour qui fait du sens avec le risque qu'on perçoit. Question naïve un peu. Est-ce que les VC qui viennent de faire une vérification diligente avant de closer une round de financement peuvent passer cette information-là de vérification diligente à Mehdi, mettons? Oui, ben nous, on l'a vu souvent. Comme là, tu vois, là, tout récemment, on l'a fait 2 fois le back-to-back avec 2 clients différents, que les investisseurs ont fait une vérification diligente, qui ont fait leur rapport de vérification. Évidemment, la banque ne va pas regarder ça, il va pas juste dire OK, all is good, puis prêter là-dessus. Ça accélère. Ça peut accélérer le processus, puis ça peut enlever un peu de duplication de travail, puis ça peut sûrement aider. Puis je serais curieux de t'entendre, genre, vous, de votre bord, est-ce que vous l'utilisez? C'est inutile? Parce qu'on c'était pas avec vous qu'on l'avait fait. Je serais curieux. On a eu des discussions préalables sur les cercles de confiance. Donc, une diligence de quelqu'un qui fait partie du cercle de confiance, ça vaut quelque chose. Mm-hmm. Une diligence d'un groupe inconnu, ça vaut ce que ça vaut. Okay. Puis la vérité, c'est que ça vaut ce que ça vaut. Puis ce que ça vaut, ça a été grandement réduit après ce qu'on a connu dans les dernières années. Là, où c'est qu'on underwritait basé sur n'importe quoi. Top line growth, c'est good enough. Je suis prêt à mettre un chèque. Fait que c'est ça. Il y a des institutions il y a des groupes qui ont des meilleures réputations, il y en a qui ont des moins bonnes réputations. Ceux qu'on connaît puis qui ont des bonnes réputations, absolument, ça vaut la peine. Si ça peut dédoubler, merveilleux. Puis si ça peut donner du insight de plus, encore plus meilleur. Parce que la question qui me trotte dans la tête après vous avoir écouté, c'est, mettons, je sais que ça a une certaine charge mentale puis d'énergie de lever puis closer une round de financement pour des founders. Fait que, est-ce qu'il y a une charge mentale ou une dépense énergétique aussi forte pour aller complémenter avec la dette ensuite pour le founder? Non, oui. Ouais, j'en garde tout le temps ça, du chiffre. Fait que, tu sais, la préparation de documentation en tant que telle, c'est un data room. Nous, on a une propension à demander des trucs plus obscurs que certains investisseurs vont demander, que la vaste majorité ne demanderont pas nécessairement. OK. Fait que ça se peut que ça soit un petit peu plus d'effort, mais ça sera jamais le double. Tu sais, il y a beaucoup de trucs que les business vont déjà avoir fait pour leur... ouais, voilà. Si on regarde d'un point de vue métrique, là, pour avoir une idée rapidement, là, à quel moment ça vaut... À partir de quelle quantité de revenus ça vaut la peine de commencer à jaser pour pas que tu perdes ton temps, mettons. Excellente question. Excellente question, mais que je n'aime pas. Pourquoi t'aimes ça? J'ai beaucoup de misère à mettre des lignes, des hard lines.
Parce que 500 000 de revenus pour une, ça vaut pas 500 000 de revenus pour l'autre. À cause des détails du Genre du churn, puis du NR. Puis même si on va encore plus high level que ça. Fait que juste pure GMV versus des vrais revenus. GMV étant Gross Merchandise Value, ou le meilleur exemple de ça, c'est tu es une agence de voyage, tu redonnes 90% du cash que tu as collecté du client, puis tes revenus, c'est le top line. Fait que, après, tu as ça. Après, oui, tu as toutes les unit economics, mais même avant, tu as la gross margin. Tu sais. Mm-hmm. Une business qui fait 500 000 de revenus avec 98% de gross margin. C'est facile à faire un chèque, mettons. Puis disons, allons-y pour simplifier. Là, disons que SaaS, 90% gross margin, on parle de vraiment son AR, pas du GMV, c'est vraiment du revenu récurrent SaaS. Ouais. Disons une bonne croissance, là, 100% year over year. À quel moment là, tu commences à te dire, là, ça commence à valoir la peine que je m'assoie avec eux? Je dirais fort probablement aux alentours d'une centaine de cas de MR. Centaines de cas d'MRR. C'est un peu plus haut qu'un million, mettons. Ouais. Okay. On peut se parler avant. Je comprends, ouais. J'adore parler à du monde intelligent. Ouais. Puis avec des projets cool. Ça doit te faire chier aujourd'hui de bord. Ouais, c'est un peu malaisant. J'ai fait ça, by the way. J'ai des jokes. Cool. Je sais pas s'il y a les mêmes espèces de règles déontologiques ou éthiques que Guillaume a là, dans ton cas. Puis on pourra couper au montage si jamais c'est le cas, mais genre, juste pour rendre ça un peu plus concret, genre, y a-tu des clients que tu peux parler, mettons, SaaS que tu as eu? Les clients SaaS, il y en a un que je suis à l'aise de mentionner. Oxio a été un de nos clients, un de nos premiers clients quand l'équipe a starté. Ouais. Fait que Oxio est un exemple. La première fois qu'on leur a parlé, il était à 6 000 clients. Donc, tu sais, il n'était pas 6 000 clients. Si on fait un calcul rapide, 50 piastres par client par mois, à 6 000, ça fait 30. Ça fait 30 000, ça fait 300. Hey man, je sais pas compter. Regarde-moi pas d'autres parce que les maths en live, là, c'est genre interdit. 6 x 5, 30. 300 000. Il n'était pas déjà à 300 000 quand... Ah oui, small gross margin. Ouais. Ça, c'est Oxio qui a été racheté par Cogeco éventuellement. Exact. C'est sûr qu'ils ont remboursé leur dette, dans le fond, j'imagine. Ils ont bien remboursé leur dette. Ils ont bien remboursé leur dette, parfait. Puis ensuite, c'est là qu'une partie de cette équipe-là a lancé Gaia. Puis si le monde, ça leur intéresse de voir comment ils se sont financés ensuite, on a un case study avec Léviat puis Gaia sur le blog de Ça se passe qui est insane. Dans ton portfolio, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça, de compagnies auxquelles tu as prêté de l'argent en tech, chez Desjardins Tech, c'est-tu majoritairement du SaaS? C'est-tu minoritaire, le SaaS? Je suis quand même curieux parce que je veux pas avoir juste mes ailleurs SaaS. Là. Mm-hmm. J'aime ça parler en général de tech. Là. Quand je parlais tantôt de on est weird, on aime les trucs weird. Ouais, ça, c'est juste ça. Juste c'est weird à dire, hein, right? Ça? Je suis très à l'aise. Je vis très bien avec ça. Non, je me suis... non, en fait, c'est que on a... on s'est créé une petite niche parce que je te disais, on creuse plus. Fait on a fait un deal avec Ingénieur. Ça aussi, ça a été publiquement stated. C'est une compagnie de Québec qui vend des batteries pour des chariots élévateurs. Fait qu'ils font du retrofitting de batteries pour transformer des chariots élévateurs en électriques. Fait que compétiteur à Hugo Works, maintenant. Ingénieur, c'est Hugo Works, c'est le nom cool de Ingénieur. Ah, t'es sérieux? Oui. Je savais même pas ça. Oui. Wow, parfait. Hey, tout le monde s'entend bien, finalement. Voilà. Puis eux, on a fait une facilité complètement weird, 100% custom pour eux. Ils font du Energy as a Service. Ouais. So, c'est vraiment hot. L'équipe est spectaculaire. Puis c'est cool ce qu'ils font. Puis leurs clients sont cool.
Tu parles d'équipe, ça me fait penser, parce que je connais l'équipe de Guillaume chez Léviat, vraiment du monde talentueux, sauf Mathieu. Puis, mais je connais pas ton équipe chez toi. Fait que genre, ton day-to-day, mettons, là, quand tu es en train de faire ton underwriting ou de développer des relations pour faire ces deals-là avec des startups ou des compagnies de tech, t'es avec qui, genre, autour de toi? Genre, c'est quoi leur titre, leur rôle? On dirait que c'est un peu alien pour moi. Ouais. On a une petite équipe de 4,5. Je vais dire 4,5 parce que mon boss n'aime pas ça quand je ne l'inclus pas, mais je ne veux pas l'inclure comme une 5e personne complète, donc 4,5. C'est fractional, man. Fair enough. On a Xavier, notre analyste, qui est vraiment le champion du monde de Excel, de data crunching, de Python, qui va aller dig through the data. Les 2 geeks, c'est Xavier et moi. OK. Ensuite, on a nos 2 Alex qui sont des directeurs, donc qui ont le day-to-day relationship avec les clients. J'ai rencontré déjà. Exact. Cool. Alexandre Blouin-Couture, Alexander Brunton, puis il y a moi. OK. Voilà. Puis ton day-to-day à toi, ça ressemble à quoi, mettons, à part venir ici, là? Oh, c'est large. C'est large, hein? Je peux autant être en train de faire du clean-up dans du data de client que programmer de quoi dans Python pour essayer d'automatiser certains trucs de métriques qu'on a, travailler dans notre fichier de métriques qu'on a passé beaucoup trop d'heures, que de rencontrer des clients, que de faire face à certains actes plus processuraux de Desjardins, qui est une grosse machine. Qui est une sacrée grosse machine. Guillaume, je suis curieux de savoir, mais mettons, est-ce qu'il y a... Parce que toi, tu as des investisseurs qui sont dans des deals, qui fundent différentes startups, puis eux peuvent recommander ou pas, dépendant de leur philosophie, leur vision d'aller lever de la dette avec des joueurs. Y a-tu, puis si c'est un sujet trop touché, on le coupera au montage, je m'en fous, mais y a-tu des investisseurs qui ont déjà des relations, mettons, avec certaines institutions financières ou même des founders, est-ce qu'ils vont dire on fait un peu une bidding war de prêts que je peux avoir dans différentes institutions financières? Comment ça marche, ça? Tu le vois dessus, puis Mehdi aussi pourra bandir là-dessus. Oui, mais ça reste que le capital, ça reste un produit ou un service comme un autre. Là. Au final, 100%. Tu vas chercher de la dette, la trade, c'est je t'offre du risque, puis du rendement, puis tu m'offres du capital. Mm-hmm. Donc, comme n'importe quel autre service, souvent, soit le founder va avoir déjà des relations, les investisseurs vont avoir déjà des relations. Okay. Fait que le founder typique avec qui on travaille, il va avoir peut-être déjà une facilité de crédit ou déjà, par exemple, un compte de banque chez une institution X, puis il y a déjà des relations à l'interne. Fait que il va aller voir 2, 3, 4 personnes juste pour voir l'offre, c'est quoi mes options, c'est quoi les paramètres. Puis aussi, une chose qui est importante à garder en tête, c'est que la base, c'est un montant prêté, des termes de paiement, puis un taux d'intérêt. Ouais. Mais aussi, souvent, beaucoup de termes additionnels qui doivent être comparés. Fait qu'exemple, est-ce que j'ai ce qu'on appelle des financial covenants là, ou des contraintes financières. Est-ce qu'une fois que j'ai ma dette, je peux faire tout ce que je veux avec ou est-ce que je dois regarder, mettons, des ratios de liquidité? Est-ce que je dois... Parce que des fois, c'est autant Absolument, impliqué ou géré par l'institution qui prête que ça. Oui, exact. Okay. Il y a tout dépendamment de quel type de prêt, il y en a qui vont donner aucun financial covenant. C'est genre, une fois que tu as l'argent, du coup, tu fais ce que tu veux. Il y en a d'autres qui vont dire, tu dois garder en tout temps ton 24 mois de liquidité dans ton compte de banque. Tu dois à tout moment avoir X pourcentage de croissance de revenus. Tes revenus doivent toujours être au minimum à tel montant. Fait que, c'est le genre de choses qui valent la peine d'être comparées parce que les offres peuvent vraiment souligner n'importe où. Là. Fait que, wow. ça vaut la peine d'y penser. Là. Quelque chose à ajouter? Non, mais je sais de par quelques lectures que certaines personnes autour de la table trippent moins sur les financial covenants. Je suis très à l'aise avec ça. La seule chose que j'ajouterais, c'est je comprends que ça a l'air cheesy, là, mais je m'assume. Il y a l'esprit dans lequel un financial covenant est créé aussi. T'sais. Surtout quand tu as déjà un pre-existing relationship avec la personne, tu sais dans quel esprit c'est fait. Si c'est fait dans l'esprit de je veux couvrir mes arrières et je veux m'assurer que tu ne puisses jamais utiliser mon argent pour pouvoir accepter tes dépôts, that's a bad financial covenant.
la façon que je vois les financial covenants, c'est vraiment quand ton prêteur comprend ta business puis essaie de faire un vrai partnership, le financial covenant va être réfléchi et discuté d'avance. Puis ça va juste permettre un alignement. On s'entend tous sur qu'est-ce qui représente dans ma business un red flag. Ouais. So, on s'entend que moi, j'ai un playbook qui fonctionne bien. Mon CAC payback est à 12 mois en ce moment. Si jamais je me rends à 20, on est tous d'accord que c'est un red flag. Fait qu'on va se donner des points de discussion pour se dire, OK, on va se parler, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut s'ajuster, est-ce que je peux t'aider dans quelque chose pour t'ajuster? Fait que voilà, oui. Ouais, puis tu sais, l'exemple de mauvais financial covenants, puis c'est comme une espèce de running gag en couple de potes, on s'envoie un screenshot d'une offre de prêt qu'un des founders que je connais bien a déjà reçu, c'était je te prête 2 millions, mais tu dois avoir en tout temps dans ton compte de banque 2 millions. Fait que tu sais, à la fin de la journée, ça me sert à quoi? Là? Fait que ça, c'est un bon exemple de mauvais financial covenant. D'un autre côté, tu sais, si tout le monde s'entend, comme tu disais, que le target de, je sais pas, là, genre churn est à X, ben là, tout le monde va être aligné sur le fait de le maintenir à X. Là. Donc, normalement, ça ne devrait pas être sorcier pour personne. Non, mais qu'est-ce qui arrive s'il n'est pas respecté cette contrainte financière-là, ce financial covenant? Ça, c'est intéressant. Veux-tu y aller? Je peux compléter. Non, je te laisse y aller en premier, puis je vais y aller après. Ben, de notre perspective, c'est intéressant parce que nous, on le voit d'un point de vue aide aux clients. Puis quand ils viennent voir, oh shit, je respecte pas mon financial covenant, qu'est-ce que je fais? Puis, fait que souvent, c'est toujours des choses qui se négocient, évidemment. Comme n'importe quel prêteur, tu veux pas l'apprendre la journée même, puis c'est toujours plus facile à gérer en amont. Fait qu'il y a certains de nos clients, par exemple, qui vont dire à leur prêteur, hey, by the way, on voit une tendance, par exemple, dans, je sais pas, là, nos Facebook ads, on se rend compte que notre CAC payback va être pas mal plus long, fait que notre financial covenant de payback de 18 mois risque d'être plus dans le coin de 22, tout ça. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent tu peux waiver ton financial covenant, là, fait que la banque dit, garde, pas de problème pour les 6 prochains mois, je suis prêt à juste le laisser tomber ou on le monte à genre 20, whatever. Fait que c'est des choses qui se font. Puis, fait quoi? Puis évidemment, une fois que tu es en défaut, ça, c'est des choses importantes qui enlèvent ou qui ajoutent de la fragilité à la business. Et une fois que tu es en défaut, techniquement, la banque peut, on dirait, caler son prêt. Elle peut demander le remboursement, puis avec toutes les implications qui viennent avec. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère non plus. Ça peut être un coup mortel. Oui, 100%. Là, si ça va mal, puis il y a les red flags qui ont levé, puis que le cash se fait caler, puis que ça va encore plus mal. Exact. Puis aussi, d'où l'importance de faire affaire avec des prêteurs qui ont une bonne réputation dans le marché et tout ça, parce que, puis c'est un tweet de Paul Graham il y a une couple d'années, c'est-à-dire, il y a certains prêteurs qui, eux, ça leur dérange pas pantoute de tuer ta business pour aller chercher le dernier million de leur prêt, puis eux, pas perdre d'argent sur leur prêt. Ouais. Fait que, il y a la question de réputation long terme de l'institution. Est-ce qu'elle est vraiment investie, comme vous l'êtes, par exemple, dans le développement du marché tech? Si la réponse est on en fait un de temps en temps, puis c'est pas vraiment un domaine qui nous intéresse, ben, peut-être que leur réputation dans le marché n'est pas importante, fait qu'il y a peut-être un risque supplémentaire à ce niveau-là. Il y a plein de facteurs, mais au final, ça reste que ils sont pas dans le business de perdre de l'argent. Fait que c'est ça. Je vais faire un shameless brag sur Desjardins, qui est un faux brag. Tu sais, Desjardins, à la base, là, mission, valeur, ainsi de suite. Tu sais, c'est pas dans notre ADN de caler un prêt pour caler un prêt. Il faut que ça aille mal, puis on est là pour essayer de remédier à la situation. On n'est pas dans la business de liquider des business tech. On n'est pas super talentueux dans la liquidation des business tech. Fait que voilà. C'est juste ça que je voulais ajouter. Non, c'est bon. Puis on a mentionné au top de la conversation quelques produits différents, mettons, de prêts puis de dettes. Je serais curieux qu'on parle du financement sur le MRR, sur le ARR. Peut-être pour situer un WinFounder, mettons, qui en a un certain ARR, mettons, quelqu'un qui a 50K de MRR. Après ça, elle va te voir, toi c'est quoi tes ratios pour calculer ce que tu peux lui prêter en fonction de son revenu récurrent, mettons, mensuel? Encore une fois, ça dépend vraiment beaucoup. La vaste majorité de mes réponses vont être ça dépend. Mais mettons qu'on se met un fork en fonction de plein de critères. Le fork peut être quelque chose comme 2x à 7x. Pour un prêt, une marge de crédit basée sur des revenus récurrents, 2 à 7x,
OK. Puis 2 ascetiques, c'est basé sur c'est un multiple de revenus récurrents moyens sur un certain trailing period. Fait que, mettons, si ta business elle a une certaine cyclicité ou dépendamment de la croissance ou peu importe, on peut faire en sorte qu'on va prendre un trailing 3 months plutôt qu'un trailing 6 ou un trailing 12. Fait qu'on prend la moyenne de ça, puis on applique un multiple de 2 à 7 fois. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est plus proche de 2 ou plus proche de 7? C'est là où il y a... C'est un art plutôt qu'une science. Puis ça va dépendre... C'est là que ton underwriting arrive. La marge va définitivement aider. Oui, la marge brute, c'est sûr que c'est le premier. La marge de profit brut, là. Oui, exact. Tu sais, quand je dis 2 à 7, là, c'est en partant avec un baseline de 75%. OK. 2 à 7x à 75% de gross margin. Après, si tu es à 30%, déjà, tu es divisé par 2. OK. Maintenant, après, c'est tout le underwriting dont on parlait, en effet. Fait que ça va être les unit economics, CAC payback, niveau de stickiness avec tes clients. Fait que churn autant en dollars qu'en nombre de clients. Ça va être ton net dollar retention. Ça va être plein d'éléments qui nous démontrent ta performance, la performance de la business à être capable de générer de manière prédictible du gross profit. OK. Parce que, tu sais, gardons en tête aussi que l'objectif, c'est d'avoir une prévisibilité au niveau des paiements pour vous. Fait que c'est sûr que plus la marge brute est élevée, plus il y a du cash qui rentre, plus il y a une certitude ou une prévisibilité de votre côté sur la capacité de se faire payer. Exact. On peut voir des... Mettons, je sais pas, là, tu as un SaaS avec un produit mal pricé que tu fais genre 10% de gross margin là-dessus. Mais évidemment, si tu as juste 10% de gross margin, il ne reste pas grand-chose à la fin pour vous rembourser vous. Fait que là, je peux imaginer que ton multiple serait pas très élevé. Là. All right. Fait qu'on est ici pour parler de dette. J'ai l'impression que c'est un concept vraiment vague dans ma tête, là, puis ça peut aller dans tous les sens. Fait que, mettons qu'on veut jeter les bases de ce concept-là, là, de dette, il y a un spectre, right? Il y a différents produits. Tu veux-tu juste essayer de me décortiquer un peu les types de produits qu'on voit dans le monde de la finance, puis on arrivera à la tech un peu plus tard. Là. OK. So, sur un éventail de niveaux de risque de prêt, c'est là-dessus que je le poserais. So, à la toute base, c'est les prêts les moins risqués qui sont, par définition, les prêts aussi les moins coûteux. Donc, on peut penser à une hypothèque. Okay. Donc, une hypothèque, ton actif vaut 500 000 $. Tu vas recevoir un financement de 400 000 $. La banque est pas mal certaine qu'elle va être capable de la revendre. Au pire, aller à 425 000 $. Donc, le niveau de risque est extrêmement faible. Ça va être des prêts qui vont être sur une très longue durée, avec des paiements prédéterminés. Tu rembourses avec des intérêts qui sont très faibles. Donc, ça, c'est au tout bas du spectre. Ouais. Plus tu avances dans le niveau de risque, plus tu vas avoir des modalités de remboursement flexibles, plus les prêts vont être coûteux. Puis coûteux, ça veut dire, ça peut vouloir dire au niveau des intérêts, ça peut vouloir dire au niveau des frais, puis ça peut vouloir dire au niveau d'une quote-part de la performance financière de l'entreprise que tu vas donner, comme dans le cas de la venture debt. Donc, tu vas, pour rémunérer le partenaire financier qui va prendre un niveau de risque plus important, tu vas lui donner du upside sur la performance financière de ton entreprise. Incroyable. C'est à cette fin-là du spectre chez Desjardins Tech que tu offres les produits. On opère, mettons, du milieu de ce spectre-là okay. jusqu'à la venture debt. Ouais. Super. C'est ça, parce que tu sais, une chose à garder en tête, c'est que pour des compagnies, des SaaS traditionnelles, on est loin d'un financement ultra safe parce que tu n'as pas d'actifs. Tu as souvent peu d'actifs tangibles sur lesquels te baser. Fait que tu n'as pas d'immobilier, tu as très peu d'inventaire et tu as de la propriété intellectuelle. Ça vaut ce que ça vaut. Tu as des laptops, encore une fois, mais tu as surtout, puis là, c'est là que ça devient plus intéressant, rendu à une taille plus importante, tu as du cash flow, tu as des revenus récurrents, par exemple. Fait que c'est là qu'on est capable les prêteurs sont capables de se dérisquer puis quand même d'être capable d'aller prendre un risque qui est supportable, même si on est plus loin dans le spectre.
Ce qui m'intrigue, c'est aussi l'espèce de proportion par rapport au type de compagnies qui vont aller lever du cash sur leur MRR. Fait qu'une marge de crédit basée sur le MRR d'un SaaS, mettons. C'est-tu mostly des compagnies bootstrapped ou financées ou, tu sais, le ratio, il est où, là, mettons? Il y a vraiment de tout. Je dirais que puisqu'on essaye de financer le plus possible de la belle croissance, régulièrement, ils vont être VC-backed. Makes sense. Il y en a quelques-unes, des super belles business qui sont bootstrap qu'on a financé également. Puis, marge de crédit sur le MRR ou ARR, c'est un des produits, mettons, qu'on pense rapidement quand on pense à de la dette pour SaaS. L'autre qu'on entend souvent, qui est, je ne sais jamais si c'est un buzzword, je ne sais jamais si c'est genre cool ou pas, c'est le venture debt. Tu veux essayer de me faire une définition du venture debt, puis Mehdi complétera? Ouais. Ben, la venture debt a pas mal été popularisée par SVB, là, Silicon Valley Bank, qui est maintenant RIP. Fait que, pas pour en tout cas, pour des raisons autres que potentiellement leur underwriting de venture debt. Ouais. Mais en gros, l'idée, la philosophie derrière, c'était de dire on sait que c'est des compagnies qui n'ont pas d'actifs tangibles, qui ont, oui, du revenu récurrent, mais qu'on sait que ce n'est pas du revenu récurrent qui se matérialise dans la profitabilité. Et donc, ce n'est pas une compagnie traditionnelle comme un pet shop que tu sais qui fait 100 000 d'EBITDA année après année. Si sa charge les paiements de principal et intérêt sont 50 000 par année, tu sais qu'il va te rembourser. Ici, la startup, elle a levé de l'argent parce qu'elle brûlait l'argent pour sa croissance, puis il ne reste rien à la fin de l'année. Et donc, son runway est peut-être de genre 12 mois, 18 mois, 24 mois. Et donc, tu sais pour certain qu'à un certain moment, à moins qu'il y ait quelque chose change, elle n'aura plus d'argent. Et donc, la venture debt, c'est basé sur l'idée et sur la confiance que les investisseurs qui sont présents dans la compagnie vont refinancer cette compagnie-là ou réinvestir dans le futur ou que le fondateur va être capable d'aller trouver d'autres investisseurs pour réinvestir. Fait que c'est quand même un sacré bon gamble là, d'un point de vue financier parce que c'est basé sur, c'est ça, une capacité future du monde de lever de l'argent plus tard pour être capable de garder ce cash flow-là. Là. Ouais. Fait que ton cash flow ne vient pas de tes opérations, il vient sur ta capacité à lever du cash. Ça, c'est la philosophie. Ensuite, la façon traditionnelle que SVB le faisait, c'était souvent des prêts avec des taux d'intérêt qui étaient assez faibles. Fait que, taux préférentiel plus 1, 2, 3, 4, deux fois 0. C'était aussi... il y avait une liste de prêteurs là, qui disaient, pas de prêteurs, mais d'investisseurs. Ils disaient, OK, si tu as A16Z sur ton cap table, c'est sûr qu'on te le fait. On va te prêter, mettons, 25% du montant que tu as levé en équité. Fait que tu as levé genre 10 millions, on va te prêter 2,5 millions en addition, puis genre roule avec ça. Il y avait souvent aussi pas de financial covenants qu'on a parlé tantôt, fait que pas de contraintes financières. C'est-à-dire qu'une fois que tu avais l'argent, tu n'avais pas de ratio de liquidité, pas de ratio de profitabilité, tu faisais ce que tu voulais avec. C'était pas mal YOLO. Okay. Puis, il y a certains prêteurs qui ont repris ce modèle-là puis qui le font aussi. Là, c'était pas unique à SVB. Mais c'est à peu près l'essence. Je ne sais pas si j'oublie. Ah oui, une chose importante, la plus importante probablement, c'est que en compensation du risque qu'ils prennent, non seulement ils chargent l'intérêt et tout ça, mais ils vont aussi demander ce qu'on appelle un warrant, qui est essentiellement là, une portion d'équité dans ta compagnie. Que je simplifie, là, mais souvent de ton 0,15 à ton 0,75%, disons, de ta compagnie. Fait que là, ce que ça fait en pratique, c'est que tu as SVB qui t'a prêté de l'argent, mais sur ton cap table, tu as aussi indirectement SVB qui a, mettons, 0,5% de ta compagnie. Puis elle banque sur le fait que peut-être qu'éventuellement, tu vas avoir une bonne croissance, tu vas vendre la compagnie, puis ça va pouvoir s'ajouter à l'intérêt qu'ils ont fait, ce warrant-là, qui leur donne l'argent au exit. Fait que c'est comme une manière de augmenter son upside vu que c'est extrêmement risqué puis de l'hypercroissance. L'argent, la compagnie dans laquelle ils vont faire du prêt, ils se hedge avec genre de l'équité. Ouais. OK. Mais ça, l'équité, c'est-tu sûr qu'ils vont l'avoir, le prêteur de venture debt, ou c'est genre si tu payes pas? Non, ils l'ont dès le début. OK. Fait qu'au closing du prêt, eux, ils ont leur warrant qui leur permet d'acheter, disons, 0,5% de la compagnie au même terme que les derniers investisseurs. OK. Vous en faites de ça ou? Fait de la venture debt-ish. OK, ish. Où il n'y aura pas de warrant. On représente cette upside-là à travers une prime basée sur une base qu'on s'entend qui fait du sens avec la business, que ça soit top line, que ça soit valeur, que ça soit EBITDA, que ça soit growth, que ça soit à peu près n'importe quoi. On le représente avec une prime plutôt que d'avoir une participation. C'est ça de mémoire, fait que ça serait de dire, OK, tu me payes, mettons, 6% d'intérêt, mais au moment du remboursement du prêt,
je veux aussi que tu me donnes un petit kicker qui représente un rendement de, je sais pas, j'ai des chiffres, là, 5% par année de plus, mettons. Ça serait quelque chose comme ça? Ou? Oui, mais on va jamais le mettre sur un pur rendement. On va j'arrive pas à trouver mon terme, mais on va trouver une façon différente de le représenter. Fait comme, tu sais, par exemple, la vaste majorité qu'on a fait, c'était sur la valo la plus élevée à travers le terme du financement. So, whatever value was, peu importe la valeur, la valeur qui a été accordée à la business par un third party, la plus haute, on a le droit à 2% de ça en prime. C'est pas de l'équité pure, mais c'est comme similaire. Ça revient à ça pas mal. On le représente de manière synthétique. Ouais, la vérité, c'est juste une question de terminologie ou de mots. Et tu as des obligations différentes quand tu es actionnaire que quand tu reçois une prime. Il y a des impacts aussi au niveau fiscal pour les entrepreneurs, mais qui sont un peu plus agréables pour eux en venture debt-ish. Mais voilà. J'ai comme l'impression que c'est un drôle de levier, la dette, parce qu'en fonction du niveau de tolérance au risque, mettons, de la founder, notre genre de persona qu'on parle, j'ai l'impression que ça peut genre vraiment t'aider ou bien que tu peux t'en parler dessus, basically. Fait que comment tu essaies-tu de conseiller un peu les founders à genre, hey man, t'es sûr, genre? Qu'est-ce que t'en as besoin? Je sais pas comment dire. Absolument. Puis souvent, on utilise le terme de donner assez de cordes, mais pas trop pour pas qu'on puisse se pendre avec. Exact. C'est un peu ça le concept. Tu sais, quand on. Quand tu as une certaine, on a mentionné ce mot-là à plusieurs reprises, prévisibilité, quand tu as un certain début de playbook, quand tu sais que tu parlais d'1 pièce dans la machine, puis il y en a 4 qui ressortent après 24 mois, quand tu as une idée générale de ça, tu peux faire ce step-là. Puis tu peux te dire, c'est correct, je vais être capable de générer assez avec ces 4 $-là à travers 24 mois pour rembourser mon prêt. Si tu n'as pas ça, tu te mets une pression complètement irrationnelle dessus. Parce que là, tu vas devoir un minimum d'imputabilité. Il va falloir que tu rembourses ça un moment donné, puis il y a des intérêts. Puis les chances sont que la banque ne voudra pas te prêter non plus. Là. Si tu as zéro prévisibilité au niveau de tes revenus ou de ton bottom line, la banque n'est pas là pour... Oui, j'avoue. Mais qu'est-ce qui se passe dans le fond après le prêt? Parce que là, on a comme tout parlé de qu'est-ce que tu devrais faire, quand tu devrais lever, qu'est-ce que tu devrais lever comme produit, pas lever, j'aurais pas dû utiliser le mot lever, qu'est-ce que tu devrais aller chercher comme produit financier? Qu'est-ce qui se passe une fois que je l'ai, mettons, ma marge de crédit sur mon MRR? Faut-tu que je te parle à chaque semaine? Tu viens chez nous voir comment ça se passe? Tu sais? Je vais rarement au domicile des entrepreneurs. Mais en fait, j'ai goût de dire 100%, mais presque 100%. Presque l'entièreté de nos facilités sont marginées mensuellement. Je comprends rien ce que ça veut dire. Nos facilités sont marginées. Je m'excuse. Hein. Nos marges de crédit qui sont basées sur un multiple de MRR, par exemple. Ces facilités-là vont être... on va calculer à tous les mois. On va avoir un beau petit fichier Excel qui est rendu beaucoup plus cute qu'il ne l'était quand je l'avais fait jadis. Dans lequel on a toutes nos métriques, tous nos résultats dedans, puis il va y avoir un calcul qui va se faire à tous les mois. Puis quand on parlait de pas trop de cordes pour se pendre avec, tu sais, il y a beaucoup de prêteurs qui vont sans margination. Ce qui veut dire, moi, je te donne 1,5 million de marge. J'ai calculé au début, je pense que 1,5 million, ça fait du sens. Fait que voilà 1,5, puis vas-y. S'il y a une tendance baissière, s'il y a des mois qui sont plus difficiles, si tout ça, le fait de ne pas avoir de margination, on peut le voir comme j'ai beaucoup plus de lousse ou on peut le voir comme je peux me mettre dans le jus encore plus. Fait que, à tous les mois, il y a un calcul de margination qui est fait. Puis, quand il y a des red flags, il y a un super bon canal de communication avec nos clients. On se parle régulièrement. Puis, s'il y a des red flags, of course, il faut encore plus se parler s'il y a des tendances négatives. Puis, ce que tu veux dire par margination, c'est dire, toi, tu vas calculer mensuellement le montant auquel l'entrepreneur a droit sur la base de ces calculs-là. Exact. Fait que, mettons, tu dis, OK, ben, c'est 7 fois les MRR, ben, parfait, OK, on regarde les MRR, la moyenne des MRR des 3 derniers mois.
à la fin du mois, parfait, c'était quoi cette moyenne-là? Fantastique, tu as le droit à, je sais pas, 500 000 de marge. Ouais. Fait que si l'entrepreneur, le mois d'avant est à 400 000, là, fantastique, maintenant il peut emprunter encore plus. Exact. Puis si ça l'a baissé, ben là, I guess, il faut qu'il en rembourse un petit peu plus ou ça vient limiter son potentiel. Là. Exact. Ça, c'est un point quand même intéressant parce que j'ai oublié de le mentionner. Là, c'est que, tu sais, souvent, dans ce type de marge-là, pas de facilité parce que ça, c'est pas clair. Donc, dans ce type de marge-là, ce qu'on va essayer de faire typiquement, c'est de prévoir les besoins. Fait que, tu sais, on va se baser sur les prévisions qu'on a regardées ensemble avec le client, puis on cherche à aller mettre une limite qui va couvrir les besoins pendant les 12 ou 18 prochains mois. Fait qu'on va avoir une limite qui va être pas mal plus haute que ce qu'on a besoin aujourd'hui, puis le client va grow into it. OK. Voilà. Les gars, j'ai juste le goût de booster mon MRR pour aller lever de la dette, man, à cette heure. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars. Non, c'est insane. C'est un crash course pour moi. Puis c'est ça qui est le fun avec ma collabo avec toi, Guillaume puis Léviat, c'est que ça m'éduque à chaque fois quasiment qu'on se parle, sauf offline. Offline, ça m'éduque un petit peu moins. Puis là, ça a été l'occasion de te rencontrer en vrai aussi, Mehdi. Je suis vraiment, vraiment stoked. Si le monde a des questions par rapport aux prochains deals qu'ils sont en train d'essayer de closer, Guillaume, Léviat Légal, Guillaume Falardeau sur LinkedIn, c'est chill. Parfait. Puis saspace.com/partenaire avec un S. Vous avez un sacré beau profil, du contenu là aussi, plein d'autres conversations que toi puis moi on a eues. Mehdi, toi, la meilleure manière genre de te contacter, toi ou ta team, Desjardins Tech, ça ressemble à LinkedIn, c'est parfait. Là. Mehdi Bakhti exact. Sur LinkedIn. Juste très, très, très thankful que vous ayez pris de votre temps pour me schooler moi et ou l'audience. Puis c'était un plaisir. Ça ne sera pas la dernière de nos conversations. Grand plaisir. Merci.